Bienvenue dans votre rubrique invité de la matinale. Mesdames et messieurs, il est dans votre poche, sur votre table de nuit et désormais il semble penser avant vous. Aujourd'hui, nos smartphones ne sont plus de simples téléphones, ce sont de véritables cerveaux augmentés par l'intelligence artificielle, traduction instantanée, reconnaissance faciale, suggestion de réponses ou algorithmes qui prédisent vos envies. L'IA nous permet un confort sans précédent, mesdames et messieurs, mais à quel prix sommes-nous en train de déléguer notre intelligence à des machines? Ce confort cache-t-il une dépendance qui nous rend incapables de décider par nous-mêmes? L'IA est-elle notre assistante dévouée ou notre nouveau maître invisible? Pour décrypter cette révolution, nous recevons un expert qui explore bien évidemment les frontières du numérique, Dr Makosao Alavo. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Madame la journaliste et bonjour téléspectateurs de ETélé. Alors merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un plaisir, merci. Le plaisir est partagé. Alors nous allons clarifier ce qu'est l'IA dans le téléphone pour le grand public. Déjà, lorsqu'on prend nos téléphones, on doit pouvoir savoir que les anciens téléphones que nous avions, c'était plutôt des commandes qu'on utilisait. Donc, on leur demandait d'exécuter des commandes et puis ils le faisaient. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, dans nos téléphones, ce n'est plus une application, mais c'est beaucoup plus une puce qui est intégrée carrément au téléphone. Et ça nous permet aujourd'hui ça permet au téléphone d'anticiper. Ça lui permet également d'apprendre et pourquoi pas aujourd'hui de s'adapter. Donc lorsque vous avez votre téléphone aujourd'hui, vous-même vous remarquez qu'il y a beaucoup d'anticipation et il y a beaucoup d'adaptation et je pense que c'est le rôle qu'aujourd'hui nous voyons, le rôle que joue l'IA aujourd'hui dans nos smartphones comparé à il y a quelques années avec nos smartphones qui étaient purement à commande. Voilà. Alors, docteur, vous parliez tout à l'heure des puces. Alors, que peut-on comprendre de manière concrète? Lorsqu'on parle de puce, c'est que au sein du téléphone, lorsqu'on prend par exemple une carte SIM, c'est une puce. Donc, c'est une carte sur laquelle vous avez un certain nombre d'informations. Et ce sont ces informations-là qui nous guident et qui nous permettent au fait de faire tout ce que nous devons faire au niveau du téléphone. C'est un peu comme une mémoire interne au niveau du téléphone qui active un certain nombre de possibilités, un certain nombre de commandes que nous devons exécuter avec nos téléphones. Voilà. Alors, beaucoup d'utilisateurs, bien évidemment, pensent que l'IA se résume en quelque sorte à Siri ou encore Google Assistant. Alors, dans quelle fonction cachée de nos téléphones l'IA travaille-t-elle sans que nous le sachions concrètement? Je pense qu'aujourd'hui, l'IA est entièrement intégrée à nos téléphones. Et lorsque je décide aujourd'hui d'envoyer un petit message et qu'à partir d'un moment donné, ma messagerie me suggère des mots, c'est l'IA. Lorsque je prends des photos et qu'à partir d'un moment donné, mon téléphone me demande d'éliminer un certain nombre d'images. Donc, il choisit les images les plus intéressantes et à partir d'un moment donné, il me dit, je peux, pour avoir un peu plus d'espace, je peux supprimer ce type de messages-là. Lorsque même je veux prendre des photos, c'est l'IA qui ajuste le visage à l'écran, la netteté, tout ça, de tout ce qu'il y a comme photo que nous prenons. Après, également, je donne l'exemple des batteries. Voilà. Aujourd'hui, j'utilise mon smartphone. J'ai besoin d'avoir une certaine autonomie dans le temps avec ma batterie. Donc, il y a la possibilité parce que l'IA sait ce que je fais, puisque l'IA, comme je l'ai dit, l'IA anticipe, l'IA apprend
et l'IA s'adapte. Et puisqu'il est intégré dans le téléphone, il va voir quelles sont les applications que je n'utilise pas, donc il va les supprimer sans mon autorisation, mais il va également optimiser. Il va optimiser en regardant si je n'utilise pas le téléphone, qu'est-ce qu'il faut empêcher, donc il y a beaucoup d'éléments que l'IA, à partir d'un moment donné, à partir de nos habitudes, à partir de comment est-ce que nous utilisons nos téléphones, l'IA aujourd'hui prend beaucoup de dispositions à notre place pour nous permettre, parce qu'il nous connaît, parce qu'il nous maîtrise, à nous aider vraiment à garder l'autonomie, à avoir quand même de façon très optimisée un certain nombre de commandes ou d'activités que nous réalisons avec nos smartphones. Voilà. Alors, merci docteur. Alors, vous parliez tout à l'heure d'optimisation. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là de manière concrète? Lorsqu'on parle d'optimisation, on parle de comment faire pour avoir un minimum entre l'énergie qu'on gaspille et ce qu'on utilise. Donc, je donne un petit exemple. Lorsque je décide, par exemple, d'acheter un produit, je sais pas, je sors un peu du numérique, d'acheter un produit dans un magasin et que j'arrive là, je confronte le prix à la qualité. Donc, je vais regarder un peu quel est le rapport qualité-prix, comme je le dis souvent, et je vais optimiser. Donc, l'objectif ici, c'est d'avoir peut-être un coût réduit et une qualité quand même acceptable. Donc, ici, on est au cœur d'un processus où, au cœur de l'optimisation, l'IA va voir pendant combien de temps encore je vais utiliser mon smartphone et qu'est-ce que j'ai comme activité, peut-être tous les mercredis, parce qu'il a déjà enregistré, il a déjà pris un certain nombre de dispositions. Il sait que tous les mercredis, je dois faire des réunions. Il sait qu'à partir de 19h, les mercredis, j'ai une réunion en ligne ou une formation en ligne. Donc, dans la journée, l'IA va tout faire pour que je dépense moins d'énergie, pour que j'ai plus, par exemple, de batterie, pour pouvoir faire mes réunions à partir du soir. Donc, tout ça, c'est parce qu'il a déjà appris, c'est parce qu'il a déjà pris des dispositions et il fait tout ça sans forcément demander mon avis, sans forcément avoir, voilà, à me poser des questions parce qu'il s'est déjà adapté à moi, qui est un tout petit peu son maître, parce qu'il a appris à me connaître, il a appris à enregistrer, à avoir un certain nombre de statistiques sur ce que je fais d'habitude. Voilà. Alors, est-ce que l'intégration de l'intelligence artificielle a atteint un point qu'on peut dire en quelque sorte de non-retour aujourd'hui? Non, je pense que comme il y a 25 ans ou 30 ans, avec l'arrivée de l'Internet et avec Google, nous sommes arrivés à un moment aujourd'hui où nous devons obligatoirement aller vers l'IA, apprendre, comprendre et ne pas avoir peur. Parce que nous le voulons ou non, l'IA fait aujourd'hui partie intégrante de notre vie. Et que nous le voulons ou non, il faut, au lieu d'avoir peur de cette intelligence artificielle-là, prendre les dispositions pour la maîtriser, pour être beaucoup plus aussi consciencieux, vraiment lié à son utilisation de tous les jours. Voilà. D'accord, il faut se l'approprier. Alors l'IA nous facilite la vie en matière de prédiction, de texte, de retouche, photo et bien d'autres, bien évidemment. Alors, mais ne finit-il pas à atrophier voilà, nos capacités naturelles comme notre science de l'orientation ou encore notre orthographe, nos grammaires et bien évidemment. Bon, je pense qu'il faut dire à nos téléspectateurs que l'IA est là pour compléter l'intelligence humaine. Donc, quelqu'un qui décide aujourd'hui de confier entièrement sa vie à l'IA est voué à l'échec. Donc, si nous savons bien utiliser l'IA de façon consciencieuse, l'IA va augmenter nos performances. Voilà, nous sommes dans tout ce qui est accompagnement d'entrepreneurs aujourd'hui. Je pense que, je vais vous le dire, les entrepreneurs aujourd'hui ont besoin d'utiliser l'IA pour faire des visuels, pour proposer des vidéos, pour faire des campagnes publicitaires, pour se donner de la visibilité. Donc, je pense que nous sommes arrivés à un moment aujourd'hui, nous sommes arrivés à une porte de non-retour d'utilisation de l'IA parce que ça va nous permettre de gagner du temps, ça va nous permettre d'aller plus vite et ça va permettre d'augmenter tout ce qui est visibilité au sein des entreprises, au sein de nos activités. Mais il faut être consciencieux.
Et cette conscience-là nous amène à savoir que l'IA ne crée rien du tout. L'IA part de tout ce qu'il y a comme existant pour pouvoir nous proposer un certain nombre, voilà, de choix, de possibilités, de méthodologies afin d'aller un peu plus loin, afin d'aller un peu plus vite pour un certain nombre d'activités. Donc, je pense que si c'est bon, si on l'utilise bien, ça va augmenter notre performance. Mais si on l'utilise, si on décide de tout mettre dans l'IA, ça va nous atrophier et puis ça va être vraiment dommage. Voilà. Alors, l'IA est là pour compléter, comme vous le disiez tout à l'heure. Et bien évidemment, comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle de manière consciencieuse? Voilà. Je pense que premièrement, il faut apprendre à rédiger les prompts. Donc, les prompts ici, c'est le message que l'on met dans l'IA pour pouvoir commencer la discussion. Donc, je peux donner un petit exemple. Si je suis un entrepreneur, que je suis dans la transformation du yaourt et que j'ai un problème, je vais dire bonjour, je suis un entrepreneur ou tu es un entrepreneur. Donc, il faut arriver au fait à contextualiser l'IA et à le mettre vraiment dans un rôle pour qu'il puisse vraiment sortir le mieux de lui-même. Donc, on lui dit, voilà, le prompt, c'est quoi? Je dis, voilà, tu es un entrepreneur qui travaille dans la yaourterie depuis bientôt 30 ans. Tu as 30 ans d'expérience. Et puis, tu es confronté au cours de ta production à tel résultat. Voilà. Quelles peuvent être les raisons qui peuvent expliquer, voilà, cet état de choses. Donc là, l'IA se met à la place de l'entrepreneur, il va fouiller, il va générer un certain nombre d'informations qui vont permettre au fait à cet entrepreneur-là de trouver des réponses concrètes, des réponses professionnelles à son problème et avancer. Et là, vous imaginez que ce message que j'ai mis dans l'IA est un prompt. Et ce message-là, je peux également demander à l'IA de relier, de mieux rédiger un message qui va lui permettre d'être en son plein potentiel. Donc vous imaginez un peu que nous sommes dans une facilité d'utilisation de l'IA qui nous permet au fait d'avoir un bon prompt, parce que si vous n'avez pas un bon prompt, vous n'aurez pas vraiment un bon résultat, vous n'aurez pas vraiment de très bonnes réponses pour pouvoir avoir satisfaction liée à votre demande à l'IA. Maintenant, je voudrais finir en disant qu'il y a des IA qui sont généralistes. Voilà. Quand nous prenons par exemple ChatGPT, voilà, ça c'est un IA général. Voilà. On peut lui demander tout ce qu'on veut. Mais après, il y a des IA qui sont également spécifiques. Donc, si je suis dans un domaine spécifique, c'est toujours intéressant dans ma recherche de compréhension de l'IA, d'aller vers ceux qui sont déjà dedans et de leur demander quelle IA je dois utiliser pour faire ça. Si par exemple je suis présentateur et que je dois faire des PowerPoint tout le temps, on a un IA pour ça. Si je dois faire des visuels, si je dois faire générer des photos, si je dois corriger un certain nombre de choses. Donc à partir d'un moment donné, il ne faut pas l'oublier, il y a des IA qui sont générales ou des IA qui sont qui nous permettent d'explorer beaucoup de thématiques. Et après, il y a des IA thématiques, donc spécifiques par domaine. Voilà. Alors, la belle preuve qu'il faut se baser sur son domaine d'expertise ou bien de travail pour choisir l'IA que l'on doit utiliser. Toujours sinon, à partir d'un moment donné, en réalité, l'IA est née d'une collecte de données d'expertise. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des gens qui sont chevronnés dans leur domaine, quel que soit le domaine. Donc, on a rassemblé plein de domaines. On est allé collecter des données au niveau de ceux-là qui ont des vingtaines, trentaines d'années dans leur domaine. Et puis après, on a intégré ça dans l'IA. Donc, à partir d'un moment donné, l'IA, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne crée rien. L'IA va juste puiser au cœur de toute cette discothèque d'informations qu'il y a
au niveau de la toile, au niveau de l'IA spécifique ou non que vous voulez utiliser pour vous donner vraiment une satisfaction. Donc, lorsqu'on sait demander des réponses concrètes, des réponses qui vous permettent vraiment d'avancer très vite dans tout ce que vous faites. Exactement, ce qui voudrait dire que nos téléphones portables nous proposent du contenu, bien évidemment, en fonction de nos goûts, hein. Oui. Alors, ne sommes-nous pas enfermés dans une bulle numérique où l'IA décide de ce que nous devons voir ou acheter finalement? Oui, puisque qu'on le veut ou non, il y a des algorithmes, hein, il y a des algorithmes qui des fois décident de ce que nous devons voir, décident de ce que nous devons faire. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir toujours faire la part des choses. Il y a ce qu'il faut demander à l'IA, et après il y a des choses qu'il ne faut pas demander. Vous ne pouvez pas demander à l'IA, par exemple, des informations très, très, qui sont très secrètes. Vous demandez à l'IA de traiter ce type d'informations. À partir d'un moment donné, tout ce que vous envoyez dans l'IA, l'IA garde et puis va certainement l'utiliser pour d'autres personnes qui vont poser des questions. Donc, là où on est, là, je pense que il ne faut pas verser facilement dans la facilité. Et il faut faire très attention parce que à partir d'un moment donné, les gens pensent que ils peuvent tout demander à l'IA Exactement. et en voulant demander tout ce qu'ils ont comme information à l'IA, ils se voient dans une facilité qui les amène à faire des erreurs en mettant des informations très sensibles sur la toile. Vous voyez? Donc, comme je l'ai dit là, ce n'est pas parce que l'IA existe désormais que c'est fini, qu'on ne doit plus réfléchir. Non, 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 non. Parce que c'est ce que vous lui demandez, c'est ce que vous lui proposez de rechercher. Voilà. Donc, vous avez alors un premier travail à faire. Un premier travail de contextualisation, d'anticipation, afin de lui permettre vraiment maintenant de finaliser le travail et de vous donner tout ce qu'il y a comme information capitale pour que vous puissiez avancer. Donc, il faut vraiment... Donc, la réponse à votre question, comme je l'ai dit, c'est vraiment mitigé. Il ne peut pas dire oui, il ne peut pas dire non. Il faut juste savoir que l'IA existe et que si on lui propose du bon, il fait du bon. Alors, Et s'il propose du mauvais, il fait du mauvais, quoi. Voilà. alors, docteur Alavo, à quel moment le confort numérique bascule-t-il dans la dépendance invisible? Oui, je pense que bon, vous avez suivi avec moi hein, l'actualité en France. La France est en train de vouloir, voilà, bon, où ils ont voté une loi désormais qui interdit l'utilisation du téléphone au moins de 15 ans. Vous voyez, donc à partir d'un moment donné, c'est juste qu'on est en train de remarquer qu'il y a une forme d'aliénation hein, au niveau de la jeunesse, de l'adolescence. Et puis ça pose un gros souci. Donc je pense que un bon conseil, c'est arriver désormais, c'est difficile, mais c'est possible. À se dire que lorsque je prends 24 heures, que j'ai la possibilité de 8 heures je sais pas, à 20 heures, de faire 2 heures sans aller sur un réseau social. Voyez? Donc ça, c'est une discipline, c'est une autodiscipline qu'on se donne. Autre chose aussi, c'est tout ce qui est désactivation des notifications. Parce que si vous voulez être concentré et travailler, vous imaginez que à chaque fois que vous entendez une notification, vous avez envie, voilà, d'aller toujours regarder qui envoie. Et en vérifiant, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, c'est des messages qui vous perdent le temps dont vous n'avez pas besoin. Donc, je pense que ce qu'il faut faire aussi, c'est désactiver les notifications et n'aller sur les réseaux sociaux que si vraiment vous en avez besoin. Voilà. Ou si vous avez un bout de temps pour aller voir un certain nombre de choses. Voilà, voilà. Donc, je pense que la dépendance, elle est là, mais on est en train actuellement de réfléchir sur quelles sont les dispositions à prendre désormais pour moins utiliser son smartphone. Est-ce Ça va nous que permettre. vous pensez que cela est évident? Je pense qu'il faut faire le parallèle. Hein. Si on est malade, il faut savoir de quelle maladie on souffre et il Exactement. faut chercher les remèdes. Absolument. Vous imaginez qu'aujourd'hui, on demande, par exemple,
à quelqu'un qui aime bien l'alcool, voilà, c'est pas bon pour ta santé, il faut que tu commences par réduire. Donc je pense qu'il ne faut pas demander aux téléspectateurs du jour au lendemain d'arrêter d'utiliser leur smartphone. C'est Non, clair. mais je pense que c'est vraiment progressif. C'est vraiment progressif. C'est commencer vraiment par exemple, là où on est là, nous savons tous que à notre réveil, la première chose que nous touchons C'est notre téléphone la portable. plupart du temps après la prière, pour ceux qui prient, c'est notre téléphone. Donc, si je commence par dire que, voilà, que à mon réveil, que je vais quand même faire 1 heure de temps ou 2 heures avant de toucher mon téléphone, ça c'est déjà un bon début. Et puis après, dans la journée, je fais. Donc, je pense que ça va être difficile, mais ce n'est pas impossible. Il faut se mettre vraiment dans une progressivité et prendre les dispositions pour créer au fait un détachement lié au fait à son téléphone. Bien évidemment, l'IA a besoin de données pour apprendre. Alors, docteur, à la le téléphone nous écoute-t-il vraiment pour nourrir ces intelligences-là? Oui, puisque, comme vous le savez, à chaque fois que vous décidez de faire une activité ou à chaque fois que vous recherchez un certain nombre voilà, de réponses, je le dis souvent, hein, quand je prends par exemple Google, hein, Oui. on peut toujours se poser la question, quel est le modèle économique derrière Google, puisque tous les matins nous utilisons, tous les jours nous utilisons, nous posons des questions à Google, mais la plupart du temps, nous ne savons pas que Google derrière vend nos données. Vend nos données. Et ce que nous remarquons, c'est quoi? Nous remarquons que si par exemple je tape dans Google billet d'avion Cotonou-Londres, hein, et puis je regarde un peu les prix, je vais commencer quelques minutes après par recevoir des publicités C'est ça? de, de compagnies aériennes ou d'agences de voyage qui vont me proposer des billets d'avion, vous voyez, Cotonou-Londres, ainsi de suite. Donc, à partir d'un moment donné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google est déjà passé par derrière pour vendre un certain nombre d'informations, voilà, liées à toutes les recherches que nous faisons. Donc, quand c'est gratuit, le prix c'est nous. Donc, à partir d'un moment donné, tous ceux qui aujourd'hui décident d'utiliser l'intelligence artificielle, qu'ils le veulent ou non, il y a obligatoirement un paquet d'informations les concernant qui est stocké, qui certainement va être revendu pour savoir un peu de quoi il traite souvent et comment est-ce qu'on peut lui proposer un certain nombre de publicités pour lui permettre de vendre ou d'acheter un certain nombre de choses. D'accord. Alors, nous tendons bien évidemment vers les dernières minutes de notre entretien de ce matin en Afrique et particulièrement au Bénin, docteur Alavo. Comment est-ce que l'intelligence artificielle s'adapte-t-elle à nos réalités en matière de langue, de culture, dans le contexte bien évidemment culturel, comme je le disais? Ce qui est très intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est flexible, elle est malléable. Nous avons la possibilité aujourd'hui de, de l'adapter à nos réalités. Donc, à partir d'un moment donné, je pense qu'on doit faire beaucoup plus d'efforts pour amener l'intelligence artificielle à, à épouser nos cultures, à épouser nos exigences et pourquoi pas à intégrer un certain nombre d'informations liées à nos langues, liées à nos réalités en Afrique. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant et que désormais, je pense que désormais, nous pouvons réfléchir pour avoir des intelligences artificielles spécifiques à nos réalités. Et ça va nous permettre vraiment de faire avancer un certain nombre de choses parce que puisque nous allons l'entraîner et l'adapter à nos réalités, il va être très intéressant désormais pour lui de nous sortir un certain nombre d'informations intéressantes qui prennent vraiment en compte le contexte particulier africain. Donc voilà. Voilà, demain, est-ce que nos smartphones seront-ils capables de prendre des décisions morales ou juridiques, bien évidemment, à notre place? Est-ce que c'est possible? Oui et non.
Oui et non, parce que si à partir d'un moment donné, nous laissons entièrement le choix à nos smartphones de décider de tout, oui. Donc, la conscience intervient là encore, et cette conscience-là doit pouvoir nous permettre, à partir d'un moment donné, lorsque nous avons notre téléphone en main, de voir s'il faut réellement tout confier, s'il faut réellement tout accepter. Parce que l'intelligence artificielle maintenant passe partout, donc les mots de passe, des fois on vous dit, est-ce qu'on peut vous générer des mots de passe? Et des fois on est Exactement, oui. heureux, on accepte tout. Donc Oui. après, nous laissons au fait, alors qu'on a la possibilité nous-mêmes de taper et de mettre un mot de passe spécifique sans forcément passer par l'intelligence artificielle. Donc, je pense que là où on est au cœur d'un processus où nous avons la possibilité, avec nos smartphones, de décider tout en comprenant ce que c'est que l'intelligence artificielle, ne pas avoir peur de ça du tout, et de décider d'avoir le dessus et de l'utiliser vraiment comme étant notre employé. Parce que si on a besoin vraiment de quelque chose, on lui pose la question et il est bien placé pour nous donner vraiment des réponses liées à nos demandes. D'accord, docteur Makoso. Alors, vous êtes expert en intelligence artificielle. Oui. Alors, si demain on coupait toutes les fonctions IA de votre téléphone portable, seriez-vous encore capable de gérer votre journée de manière efficace? Oui, je le peux, mais je serai moins performant. Comment faire? C'est moins performant parce Dans qu'il ce faut dire sens. la vérité. À partir d'un moment donné, ce qui est intéressant dans l'IA aujourd'hui, c'est le gain de temps. Absolument, oui. Et c'est également toute la partie méthodologique. Des fois, vous avez un travail à faire et vous ne savez pas vraiment par quel bout commencer. Donc aujourd'hui, il y a la possibilité au fait de vous proposer toute une méthodologie et je pense que c'est ça aujourd'hui qui est intéressant. C'est utiliser l'IA pour se tracer un chemin et après continuer toujours parce qu'on a une certaine compétence, on a une certaine expérience soi-même et ne pas tout laisser, vraiment tout laisser à l'IA. Alors, est-ce qu'il existe voilà, une hygiène numérique pour profiter de l'IA sans en devenir l'esclave de cela? Est-ce qu'il existe réellement? Oui. Je pense que oui. Je pense qu'il faut arriver juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, à régler le problème du détachement, à régler le problème du détachement dont j'ai parlé, arriver à être sûr que nous ne pouvons pas tout faire avec l'IA, continuer par faire un certain nombre d'efforts, utiliser l'IA comme un tremplin, utiliser l'IA comme une aide, et non lui confier totalement le gouvernail de notre vie, le gouvernail de nos activités professionnelles. Voilà. Alors bien, le temps est notre seul maître hein, sur ce plateau. Il nous ordonne de conclure, bien évidemment. Alors, docteur Alavo, quel serait votre mot de fin à l'endroit de nos chers amis et téléspectateurs ce matin? Donc, je pense que je vais juste leur dire que aujourd'hui l'intelligence artificielle s'impose à nous et que au lieu d'avoir peur de cette intelligence, qu'il faut faire un travail pour soit aller se former ou s'informer par rapport à cette intelligence. Et ça nous permettra désormais de bien l'utiliser. Ça va nous permettre d'être très performant et d'aller vite, d'avoir un gain de temps, un gain de temps colossal. Et puis après, mettre évidemment beaucoup de conscience dans l'utilisation de cette intelligence artificielle-là, ce qui va nous permettre de ne pas totalement confier notre vie à cette intelligence. Voilà. Alors, merci, docteur Makoso C'est moi. Alavor. Je rappelle que vous êtes expert voilà, en intelligence artificielle. Voilà. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Le plaisir est partagé. Merci à vous aussi. Alors, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre entretien de ce matin. On comprend bien évidemment que l'intelligence artificielle est un formidable serviteur, mais un très mauvais maître. Hein. Le défi de notre siècle n'est pas d'interdire, bien évidemment,
contrôle, l'intelligence artificielle, mais rester assez conscient pour ne pas lui léguer notre libre arbitre, le confort, oui, bien évidemment, mais la lucidité d'abord. Merci de nous avoir suivis. C'était tout pour votre rubrique invité de la matinale de ce jour. On se quitte en musique. Calm down. Au revoir.